Dans cette séquence, nous allons aborder la destruction des cellules infectées par un virus. Il s'agit de ce que l'on appelle une immunité à médiation cellulaire, car la phase effectrice va être réalisée par des cellules, contrairement à l'immunité à médiation humorale, dont la phase effectrice est réalisée par des molécules, en l'occurrence des anticorps. Nous allons étudier dans un premier temps les modalités d'une infection virale en prenant l'exemple du sida. Le sida est le syndrome de l'immunodéficience acquise provoqué par le virus de l'immunodéficience humaine, mieux connu sous le nom de VIH. Ce document nous permet d'étudier la chronologie d'une infection virale. On doit repérer dans ce graphique la courbe en rouge qui donne l'évolution de la charge virale, c'est-à-dire la quantité de virus présent dans l'organisme. On y distingue aussi, dans les trois courbes restantes, les acteurs des défenses immunitaires, les anticorps, courbe violette, les lymphocytes T4, courbe verte, et les lymphocytes T8, courbe bleue. Plutôt que d'étudier chaque courbe une à une, nous allons aborder la chronologie du sida selon ses trois phases de développement. La première phase correspond à ce que l'on appelle la primo-infection. La seconde phase correspond à la phase asymptomatique pendant laquelle l'individu n'a pas de symptômes particuliers. Puis la troisième phase, qui est le sida déclaré, qui se termine inexorablement par le décès de l'individu. Commençons par la phase de primo-infection. On constate dès le début de l'infection une augmentation très rapide de la charge virale. Dans le même temps, on constate une diminution très importante de la population de lymphocytes T4. On peut donc comprendre que le VIH est un virus dont les cellules cibles sont les LT4. On rappelle à cette occasion qu'un virus est une entité biologique qui a besoin de parasiter nos cellules pour se reproduire, car il ne peut pas vivre par lui-même. Dans un second temps de cette primo-infection, on constate une diminution de la charge virale et une réaugmentation des lymphocytes T4, ce qui signifie que le virus va stopper son développement, c'est-à-dire sa prolifération, ce qui permet donc un renouvellement des LT4. On constate aussi pendant cette primo-infection la mise en place de défenses immunitaires efficaces comme les anticorps anti-VIH et des lymphocytes T cytotoxiques. À la fin de la primo-infection, la charge virale est devenue très faible et on entre alors dans la phase asymptomatique. Cette phase asymptomatique est marquée par une charge virale qui reste très faible pendant de nombreuses années, environ une dizaine, avec des défenses immunitaires qui restent satisfaisantes, mais avec une diminution lente et continue des lymphocytes T4. Pendant cette période, le VIH est à l'état latent à l'intérieur des LT4, dans lesquels il a intégré son information génétique à celle de sa cellule hôte. Après une dizaine d'années, on constate une réaugmentation brutale de la charge virale au cours du sida déclaré et qui s'accompagne d'un effondrement de toutes les défenses immunitaires. L'individu très vulnérable va donc décéder de maladies qu'on appelle opportunistes car elles profitent d'un système immunitaire totalement déficient. On a coutume de dire que l'on ne décède pas du sida, mais des maladies opportunistes. Sur cette micrographie obtenue au microscope électronique à transmission, on peut observer le bourgeonnement de virions en train de quitter leurs cellules hôtes. Nous pouvons ici résumer les étapes de ce que l'on appelle le cycle de reproduction virale. Dans un premier temps, le virus va se fixer à des récepteurs de sa cellule cible, puis va pénétrer à l'intérieur, libérer son information génétique qui est sous forme de ARN pour le VIH, puis va la rétrotranscrire en ADN qui va venir s'intégrer à l'ADN de la cellule hôte, ici le LT4. L'expression du génome viral va alors permettre de reconstruire de nouveaux virus qui vont sortir en bourgeonnant à la surface des cellules cibles. On peut observer sur ce schéma la reconnaissance entre le virus et sa cellule cible. Le VIH possède à sa surface de grosses protéines, la GP120 et la GP41, qui vont reconnaître les récepteurs CD4 et CCR5 du LT4, ce qui va permettre la pénétration du virus à l'intérieur de la cellule.
Dans ces conditions, on peut se demander comment s'effectue la destruction des cellules infectées par un virus, car elles représentent un danger pour l'organisme dans la mesure où elles permettent la prolifération du virus. On peut formuler l'hypothèse que les lymphocytes cytotoxiques, dont le nombre augmente lors de la contamination, reconnaissent et détruisent les cellules infectées. Sur cette micrographie obtenue à l'aide d'un microscope électronique à balayage en couleur reconstituée, on peut observer un LTC près d'une cellule infectée. Nous allons donc aborder le mode d'action des lymphocytes T cytotoxiques. Pour cela, nous allons étudier dans le détail une expérience. Dans un premier temps, grâce à une technique appropriée, on incorpore du chrome radioactif dans les cellules. L'objectif est de détecter lorsque des cellules sont détruites dans la mesure où elles vont libérer le chrome radioactif qu'elles avaient incorporé. On constate qu'une seule des 4 conditions expérimentales aboutit à la destruction des cellules, révélée par une libération du chrome radioactif. Dans les 3 autres expériences, les cellules n'ont pas été détruites. On va donc rechercher dans quelles conditions les cellules sont détruites. Dans les 2 premières cultures, ici à gauche, les cellules sont des cellules infectées par le virus de la chorioméningite, alors que dans les 2 cultures de droite, il s'agit de cellules non infectées. La première conclusion que l'on peut donner, c'est que les cellules ne sont jamais détruites quand elles ne sont pas infectées. On peut donc se demander dans quelles conditions une cellule infectée va être détruite, puisque ce n'est pas le cas dans les 2 expériences de gauche. Dans la culture dans laquelle les cellules sont détruites, on a ajouté des lymphocytes T de souris qui ont subi une injection de virus de la chorioméningite, ce qui signifie que ces lymphocytes T sont déjà sensibilisés au virus au cours de ce que l'on a appelé la phase de sélection clonale. Par contre, dans la culture dans laquelle les cellules infectées ne sont pas détruites, on y avait ajouté des lymphocytes T de souris n'ayant pas été sensibilisés au virus de la chorioméningite. On peut donc dire qu'une cellule infectée est détruite seulement si les lymphocytes T ont été sensibilisés préalablement au virus. On peut donc faire une synthèse de cette expérience qui nous permet d'affirmer que les cellules sont détruites à la double condition 1. Qu'elles soient infectées, 2. Que les lymphocytes T aient été sensibilisés à l'antigène. Il nous reste maintenant à aborder les modalités précises de la destruction des cellules par les lymphocytes T cytotoxiques. Sur cette micrographie obtenue à l'aide d'un microscope électronique à transmission, on peut observer un lymphocyte T cytotoxique agissant par contact avec une cellule infectée. Ce contact, que l'on qualifie de baiser de la mort, entraîne la destruction de la cellule infectée. Sur ce schéma explicatif, on peut détailler le mode d'action des lymphocytes T cytotoxiques. Le LTC possède des récepteurs appelés TCR, pour T-cell receptor, qui reconnaissent des antigènes viraux présentés à la surface des cellules infectées grâce à un récepteur CMH. À partir de ce moment-là, le LTC va libérer des molécules de perforine qui vont détruire la cellule infectée. On peut résumer sur ce schéma les étapes de la destruction des cellules infectées par un virus. Dans un premier temps, le virus pénètre à l'intérieur de sa cellule cible. La cellule cible va présenter à sa surface, grâce au récepteur CMH, des molécules appartenant au virus. Les lymphocytes T cytotoxiques vont reconnaître les cellules infectées grâce à leur TCR, puis libérer des molécules de perforine par exocytose qui vont détruire la cellule infectée.
peut terminer cette séquence en évoquant une perspective thérapeutique liée à l'utilisation des lymphocytes T cytotoxiques. Il s'agit des cellules CAR-T. Elles sont une perspective thérapeutique particulièrement intéressante dans la lutte contre le cancer. En effet, les cellules cancéreuses ou tumorales présentent à leur surface des antigènes particuliers propres aux cellules tumorales que l'on appelle antigènes tumoraux. Le principe de cette thérapeutique est de prélever les lymphocytes T du patient, de les envoyer dans un laboratoire spécialisé qui va transformer ces lymphocytes T pour qu'ils possèdent les récepteurs reconnaissant les antigènes tumoraux des cellules cancéreuses. Car T signifie lymphocyte T avec récepteur antigénique chimérique. On réinjecte alors au patient ces lymphocytes T modifiés qui vont reconnaître puis détruire les cellules cancéreuses. Il s'agit malheureusement d'une technique extrêmement coûteuse qui reste donc assez peu utilisée à ce jour.